Présidente, ministre, collègues, à la suite de la proposition de loi de notre collègue du groupe socialiste Isabelle Santiago, votée par l'Assemblée nationale à l'unanimité le 18 février dernier, ce nouveau texte, issu d'une initiative de la sénatrice Billon et reprise par la majorité, intègre le principe d'infraction propre aux violences sexuelles commises par une personne majeure sur les mineurs de 15 ans ou de 18 ans en cas d'inceste par un ou une ascendante. Bien que tardive, puisque nous rappelons que des avancées auraient pu être possibles dès 2018 lors des débats de la loi Schiappa, cette évolution de la majorité et de l'ensemble de notre Assemblée est bienvenue. Car rappelons-le, les enfants sont les principales victimes de violences sexuelles. Chaque année, 130 000 filles et 35 000 garçons subissent viols et tentatives de viol, en plus des 94 000 femmes et 16 000 hommes majeurs. 81% de l'ensemble des violences sexuelles débutent avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Il est donc heureux que nos assemblées se saisissent de cet enjeu de la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. Il nous semble néanmoins qu'en l'état, le texte que nous débattons aujourd'hui reste insuffisant. Le point sur lequel je voudrais revenir porte sur le choix fait d'utiliser la qualification de viol qui, bien qu'en ayant neutralisé des éléments constitutifs que sont violence concrète, menace et surprise, est aussitôt contrecarré de notre point de vue par notamment la condition supplémentaire d'un écart supérieur à 5 ans qui affaiblit la protection des 13-14 ans. En effet, un même acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ou acte bucco-vaginal commis par un ou une jeune adulte de 18 ans sur un ou une enfant de 14 ans ne pourrait être considéré comme un viol au sens de l'article 1er de cette proposition de loi, mais au sens de l'actuel article du Code pénal, si et seulement si la victime est en mesure de prouver son non-consentement. On revient donc en fait au problème fondamental lié à la définition actuelle du viol dans notre Code pénal. Et voilà une des raisons pour lesquelles nous avons proposé un amendement pour redéfinir cette infraction en supprimant des éléments caractéristiques que sont la violence, menace, contrainte et surprise, et en affirmant en fait explicitement ce qui nous semble être l'enjeu, c'est donc dans la loi qu'il soit écrit que c'est bien le non-consentement qui différencie un viol d'une relation sexuelle et non pas une quelconque circonstance, considérée d'ailleurs dans d'autres infractions comme simplement aggravantes et non pas constitutives. Les multiples révisions en vérité législatives qui visent à préciser ces notions n'aboutissent au final qu'à placer le consentement au centre de la définition, mais en tournant autour du pot, et il faut donc aujourd'hui, de notre point de vue, l'écrire clairement. Ce débat nous donne également l'occasion de renforcer, c'est ce que nous proposons, la protection des lanceurs et lanceuses d'alerte, ce qui irait par ailleurs dans le sens d'un rapport vieux de près de 20 ans, mais qui reste éminemment d'actualité, produit par le rapporteur spécial auprès de la Commission des droits des Nations Unies en 2002, Juan Miguel Petit, qui indiquait d'ailleurs que les sanctions infligées aux lanceurs et lanceuses d'alerte par le Conseil de l'ordre des médecins et l'indifférence judiciaire à l'égard des violences sexuelles sur les mineurs depuis l'affaire Outreau nécessitaient des mesures plus fortes de protection. Enfin, outre le déficit constant en termes d'accueil, d'accompagnement médico-social et juridique des victimes de violences sexuelles, nous continuons à déplorer que l'essentiel de l'action législative et gouvernementale par ailleurs se situe a posteriori de l'infraction, ce qui est pour le moins contradictoire quand il s'agit de protéger les enfants des crimes sexuels, donc d'agir en amont. D'autant que le manque chronique de moyens pour lutter efficacement contre les violences est de notoriété publique. Cela va de la formation des professionnels en contact direct avec les enfants, direct ou indirect, des enseignants, médecins scolaires, éducateurs et éducatrices, policiers, magistrats, psychologues, à l'éducation même de ces enfants, jusqu'aux actions de prévention pour empêcher les passages à l'acte de potentiels auteurs. Il a été annoncé dernièrement que 4 millions seraient consacrés sur 2 ans à la nouvelle commission mise en place en décembre dernier sur ce sujet. Si on fait le calcul, cela équivaut à au maximum 1 € par victime sur 2 ans. Vous me direz, ce n'est pas tout. Il y est bien mis beaucoup plus d'argent. Alors nous demandons combien
effectivement combien d'argent aujourd'hui est mis sur la table, parce que nous croyons qu'il ne s'agit pas simplement de se payer de vœux pieux et qu'il faut mettre les moyens, bien plus que ça n'a été le cas au cours des dernières années. Voilà pourquoi, si nous pensons qu'il faut avancer significativement, décisivement dans la lutte contre les violences sexuelles, il faut effectivement renforcer bien plus le texte qui est soumis aujourd'hui à notre discussion. C'est le sens du travail que nous entendons faire aujourd'hui. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Karine. Madame la Présidente, donc il s'agit d'un amendement, comme je l'indiquais dans la discussion générale, qui vise à clarifier dans le droit la définition du viol. Et les amendements présentés par nos collègues avant l'article 1er faisaient référence à la difficulté qu'il y a actuellement, le fait d'introduire une qualification de viol dans notre texte, mais plus généralement, avec cette définition, depuis la loi de 80, une acceptation correcte n'a pas pu être donnée avec l'absence de consentement. On continue à être, de notre point de vue, dans une culture du viol et plutôt qu'une culture du consentement. Et c'est cette idée du consentement qui, de notre sens, devrait être remis au centre. La définition actuelle est incomplète et fragile de notre point de vue en ce qu'elle ne s'appuie pas sur l'absence de consentement qui est l'essence même du viol, mais plutôt sur une méthodologie qui doit être appliquée par les magistrats et magistrates, en l'occurrence rechercher s'il y a bien violence, menace, contrainte ou surprise. Je reprendrai les propos de Christian Guéry, magistrat à la Cour criminelle à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui indiquait qu'il est temps que, conformément d'ailleurs aux directives européennes, le droit français dise que le viol est un acte sexuel commis en absence de consentement libre et éclairé. Le consentement comme exigence à une relation sexuelle est une référence positive qui sert à se détourner de la catégorie de victime et qui fonde l'incrimination sur la liberté du consentement individuel. Et c'est lorsqu'on aura inscrit le consentement au cœur de l'infraction que l'on pourra poser la question de la présomption de absence dans certaines catégories, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement qui remet en cohérence l'ensemble. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Ma chère collègue, vous nous proposez là une révolution législative, ce qui devrait sans doute ne pas nous étonner. Aujourd'hui, nous définissons la notion de consentement à travers 4 adminicules. Violence, contrainte, menace et surprise, vous l'avez rappelé, et c'est important. Nous savons donc qu'une relation n'est pas librement consentie dès lors que nous avons les éléments caractérisant ces notions. Nous avions eu déjà ce débat en 2018, et ma réponse sera sans doute semblable à l'époque. Vous voulez remplacer finalement ces éléments par l'exigence d'un consentement. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans votre rédaction, vous ne définissez pas ce que vous entendez par consentement. Donc, vous vous en remettez à la jurisprudence. Or, ce qui est important de savoir, c'est que ces notions, ces adminicules qui se sont enrichis au travers des réformes législatives, ont plus de 2 siècles d'existence. C'est-à-dire que le consentement est recherché, évidemment, par les magistrats. Quand ils vont chercher, par exemple, la surprise, évidemment qu'ils recherchent un vice du consentement. Et je dirais même que ces notions-là donnent aux juges leur permettent d'appréhender de nombreuses situations, de prendre aussi le contexte. Et ça, c'est très important parce que souvent, le consentement se place du point de vue de la victime, alors qu'il faut prendre aussi le contexte. On le rappelle souvent et c'est important, c'est pas parce qu'une victime ne dit pas non qu'elle est consentante. Donc moi, je ne crois pas que ça entretienne la culture du viol. Je crois bien même le contraire. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention ici à la sécurité juridique, c'est important, parce que nos magistrats ont l'habitude de manier ces notions et ils le font très bien, et je tiens à saluer là encore leur travail. Donc évidemment, ça sera un avis défavorable, je ne suis pas pour faire table rase de ce qu'ont fait les précédents législateurs et sur une jurisprudence sur laquelle nous avons besoin plus que jamais en matière pénale de stabilité et de sécurité. Un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, garde des Sceaux. Oui, Madame la Présidente, je ne comprends pas bien ce qui nous est proposé comme amendement, parce qu'en réalité, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, ça permet d'objectiver l'absence de consentement. Et donc, en cela, c'est extrêmement utile. Comme l'a rappelé Madame la rapporteure, c'est une notion qui a 2 siècles.
La jurisprudence s'est beaucoup penchée sur cette question, a beaucoup écrit. On a un certain nombre de vraies références. Il faudrait balayer tout ça au nom de je ne sais quelle cohérence. Je suis évidemment totalement défavorable à cet amendement. Bien, merci, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix cet amendement. Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Alors oui, c'est un pas que nous proposons de franchir. Il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main toute l'histoire du droit. Non, bien sûr que ça n'efface pas. Je tiens à rappeler quand même que d'autres pays intègrent cette notion. Donc ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau de la France insoumise. Ça s'inscrit aussi, je l'ai cité, les propos de magistrats, de professionnels du droit, de chercheurs sur ces questions-là. Et effectivement, ça renverse aussi une manière de concevoir nos conceptions et de les faire évoluer. Et nous pensons que si vous avez pu évoluer depuis 2018 sur la nécessité de clarifier le droit sur la question des violences sur les mineurs, il est possible, il devrait être possible, alors peut-être que vous n'accepterez pas cet amendement, mais d'accompagner aussi cette réflexion sur le fait qu'il y a besoin d'inscrire le non-consentement dans la définition du viol, parce qu'en vérité, la réalité, c'est aussi que les caractéristiques actuelles de la définition, la surprise, la contrainte, la menace, sont problématiques. Ce n'est pas du tout objectif et c'est une des raisons d'ailleurs, l'incapacité à déterminer cela, qui fait qu'il y a aussi un phénomène de correctionnalisation et qui fait que les viols ne sont pas poursuivis en l'état actuel. Donc non, ce n'est pas vrai que la définition actuelle est si solide que ça, de notre point de vue. Et ce que nous appelons, c'est justement d'essayer de s'inspirer aussi de ce qui fait ailleurs, de ce qui se fait ailleurs, parce qu'on a peut-être aussi des choses à apprendre. D'autres législations ont intégré cela, et cela n'a pas rendu leur code pénal plus difficile, au contraire, et je crois que ce sera un signal important, justement, pour développer une culture du consentement, que ce soit dans le code pénal. Je le mets au